Salut les gens, c'est un alpha, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner le lycanthrope. Le lycan est à la base un gardien qui veille à protéger et renouveler le grain. Sans grain arrive la famine et la famine engendre les maux. Le loup symbolise l'abondance, la protection et la fertilité. Il favorise l'échange du commerce pour maintenir l'équilibre. Les louves donnent la vie comme elles la reprennent. Il y a toujours cette image mortifère associant les femmes louves à une figure guerrière et redoutable. Un mâle dépend physiquement en ce qui concerne les terres et le maintien. Le lycan est souvent associé à la figure de tout ce qui est précurseur de la transmission, en charge de transmettre les traditions aux autres et partager sa connaissance. Avec le déclin de l'agriculture, il y a la désinformation. Il ne reste plus que la face grotesque d'hommes bêtes, incultes et cinglés se prenant pour un animal. Donc la zootropie, c'est quelque chose qui est souvent relaté, notamment en Mésopotamie. Un plan que durant l'instauration de tout ce qui était religion monothéiste, les cultes païens, comme les appelait-il, disparurent progressivement, relayant les initiations locales à des faits, à des choses stupides, à des actes innommables, perpétrés par des animaux qui avaient pris possession. Dont tu fais se débarrasser. Ils détruisaient. La religion a détruit beaucoup. Ils forçaient à se plier en échange de leurs terres. Accuser une personne de lycanthropie, c'était prétexte pour se débarrasser d'une personne gênante, ou d'une femme, dont on ne voulait plus. Sous prétexte de divorce, parce que c'était mal vu. Sur la torture, les gens pouvaient avouer n'importe quoi pour mettre fin à leur souffrance, ce qui a pas mal fait parler, en ce qui concerne des faits et des écrits relatés par l'Inquisition, qui ne sont vraiment pas fiables. Ils ont fait beaucoup de procès contre des sujets gênants et marginaux. Il était facile pour l'époque d'accuser une personne dont on ne voulait plus ou qui gênait les avis des autres d'être un loup-garou ou d'être un sorcier. Énormément de procès à ce moment-là. Cependant, ça ne les a pas empêchés de collaborer avec certaines personnes pour lutter contre les démons et chasser le mot. Au point que certains nobles ont décidé de ne pas tuer le loup pour éviter de heurter les loups. Et la crainte d'abattre un agent, par exemple. Que ce soit un bisque, la vraie ou autre, le loup n'a pas eu toujours figure de négativité auprès des personnes qui gouvernaient ou qui étaient chefs de leur groupe. Gardez bien ça en tête. Le loup est symbole de paix et de gardien. Il devient guerrier pour défendre et préserver la paix. Mais si les siens sont menacés, il tue pour se défendre. Certains prenaient des plantes, oui, pour anesthésier la douleur. Et l'état de transe faisait qu'ils fonçaient sur les ennemis et hurlaient comme des bêtes. Les seuls témoins racontent la voix orale, et c'était majoritairement ce moyen de transmission à l'époque. Il n'y avait pas vraiment encore l'écriture. Et les écrits étaient souvent sur le pouce. Et ça, le cri du loup a toujours été symbole de vie et de mort. Le chant amène la guérison et l'élévation de l'âme des défunts, pour qu'ils renaissent à nouveau. Le loup consomme la chair, étant le processus pour que l'âme ne fasse qu'un, et puisse renaître par la suite. Et de ce côté-là, il y a souvent des choses relatées, en ce qui concerne les chats sauvages, par exemple, qui est symbolique. Vous pouvez trouver des tableaux un peu partout, surtout dans la culture slave, principalement. En Mongolie aussi, vous en trouverez. La chasse sauvage, c'est une sortie de l'âme qui chasse les négatifs et qui retourne dans son enveloppe le jour. Vous retrouvez ça plusieurs fois, partout. Sous différentes formes, que ce soit de la parole d'un dieu ou d'une autre parole. Il y a des écrits relatés par rapport à ça. Le Vatican également a pas mal collaboré avec les lycanthropes. Et ça, c'était souvent communément appelé les shifts. Une âme qui se mouvoie dans un lieu ou dans un corps étranger.
C'était vu comme quelque chose de positif et qui pouvait aider les autorités à connaître un petit peu mieux, à enquêter, à espionner. Et les cadres religieux et politiques en ont fait beaucoup appel pour comprendre et régler les affaires. Et le CEDRE en faisait partie également. Et ce genre de processus, vous le voyez plusieurs fois. À chaque fois. Que ce soit sur des pièces de monnaie ou que ce soit sur des vases ou autres. Vous voyez toujours cette représentation du loup qui échange ou qui transmet des techniques. Et ce genre de situation était souvent relaté par des colporteurs. Et là-dessus, il est important de préciser que même si les personnes ont tendance à avoir du mal à comprendre les choses, ce n'est pas forcément de leur faute. Lorsqu'il y a cette perte de transmission orale, il ne reste plus grand-chose mis à part des souvenirs, que des personnes, par faute de souvenirs entièrement, essayent de trouver et de coller des morceaux, des petits fragments. Certains s'approprient des légendes et les accommodent selon les régions. Ce qui fait que vous pouvez retrouver différentes légendes qui se ressemblent communément, à différents endroits. Mais il y a souvent cette apparence en ce qui concerne la femme louve, par exemple, qui, elle, va chaparder, prend la peau du loup pour chaparder de la nourriture pour survivre, pour nourrir ses enfants. Il y a toujours ce symbolique de non-agression à chaque fois. Et ça, que ce soit en Auvergne ou ailleurs, la plupart du temps, les femmes louves revêtaient la peau du loup pour se mouvoir, justement, pour éviter d'être reconnues ou pour vivre. Parce que la plupart étaient rejetés de la société, marginales, donc ne pouvaient vraiment pas s'intégrer dans un monde où elles seraient vues comme des non productives. Mais étaient gardiennes de certaines choses, et donneuses de vie. Et là-dessus, la plupart des personnes les laissaient tranquilles. En Arménie, c'était courant. Et ça, ce genre de choses, vous le voyez plusieurs fois dans différentes légendes. Le fils du loup, par exemple, le loup bleu, vous le voyez plusieurs fois, ça. En Mongolie, vous le voyez plusieurs fois. Et le loup a toujours une place importante dans le folklore européen. C'est un animal qui véhicule des idées, qui véhicule les choses et qui répartit les choses aussi. Sans conflit. Il n'y a pas de recherche de conflit. Le lycanthrope n'est pas dans le conflit. Il essaye de vivre et survivre, simplement. Comme n'importe quel animal. Comme n'importe quel être. Capable de se reproduire et de se mouvoir. Et de transmettre à son tour les valeurs. Mais avec la disparition progressive de l'agriculture et de tout ce que vous pouvez connaître actuellement, il y a toujours des avis mitigés. Et malheureusement, c'est pas forcément dans le sens productif. Le 7e art est relaté effectivement pour faire ressentir des émotions, c'est la définition de l'art pur et dur. Cependant, un acteur restera une personne qui ne peut qu'interpréter un rôle en fonction de ce qui lui est dit et de ce qui lui est mis sous le nez. Elle s'imprègne d'un rôle souvent inconnu pour pouvoir le jouer au mieux, mais ça ne reste de la fiction. Ça reste un jeu d'acteur. Or, le lycanthrope, lui, n'est pas un acteur. Il est acteur de sa propre vie, certes. Mais, contrairement à un film, le scénario n'est pas écrit. Et le mythe que vous connaissez actuellement repose sur différentes choses, sur différentes origines, mais toujours à chaque fois reliées à la saison de la moisson, à l'agriculture, au rythme des saisons. Et là où il est allé, il y a transmission de légendes, de récits, de faits. Que ce soit sous forme de poèmes, que ce soit sous forme de pamphlets ou de louanges ou autres, il y aura toujours une petite trace du passage des lycanthropes à travers l'histoire. Que ce soit sous le chamanisme ou autre, il y en a partout.
Mais c'est toujours dans le sens de garder la paix et de jamais voir les choses comme la plupart peuvent le voir. Les dons, vous les avez, vous entretenez. Il y en a certains qui ont vu, qui en ont profité et en ont fait n'importe quoi. D'autres ont vu le potentiel de ces personnes et ont collaboré avec elles en échange de leur protection. Quitte à interdire précédemment, quand je vous l'ai énoncé, la chasse aux loups. Sur leur territoire, un noble pouvait se permettre ça, d'interdire la chasse aux loups et de protéger la personne en question, qui était, elle, capable de se mouvoir et d'être un lycanthrope. Il n'y avait pas de négativité là-dessus. Parce que la personne survit comme n'importe qui, peut être une personne de sa famille. Et dans ces moments-là, la protection est importante. La loyauté aussi. Le loup est loyal, il ne mord pas la main qu'il nourrit. Vous trouvez ça sous différentes formes. Le bisque lavrette, par exemple, en fait partie. Ils ne cherchent pas la confrontation. Et souvent, il y a de l'incompréhension. Que ce soit dans leurs agissements ou que ce soit dans le côté toujours interrogateur. Parce qu'ils ne vont pas s'engager dans un combat dont ils ne connaissent pas vraiment les règles, étant donné qu'un lycanthrope n'a pas du tout de règles sur le plan humain. Lui, contrairement à l'homme, n'a pas oublié ce qui le relie et à la symbiose intacte. J'espère que cette première partie vous aura appris certaines petites choses, même si c'est un petit peu en vrac. Au moins, je vous ai donné quelques petits éléments qui pourraient peut-être vous permettre de comprendre un petit peu mieux le sujet et ce qu'il y aura plus tard sur cette chaîne.